Ok. Donc du coup, aujourd'hui, au programme, ça va être short parce que franchement, 1 heure pour ça, ça va être, va falloir aller vite. On verra. Bon, au pire, on fera une deuxième séance s'il faut, si vraiment on n'a pas le temps de tout voir. Voilà, je vois Clément qui nous parle de son amour pour l'URSSAF dès le début. Donc, on va voir plusieurs choses. Déjà, on va voir les différentes options quand on est freelance. Je sais pas si il y a des profils qui sont concernés par le portage ici, mais je crois pas. On verra. On verra. Donc, on verra les différentes options qu'il y a quand on est freelance. Donc, portage, URL, SASU, les montages plus avancés. Pour comprendre déjà de façon globale qu'est-ce qu'on a comme option déjà. Déjà, quelles sont les options? On va voir grossièrement les chiffres, les chiffres importants. Ah, t'as un portage encore, Patrice? Ben, parfait. On va pouvoir parler un peu de ça. Donc, les différents taux, on va pas voir toutes les charges parce qu'il y a des trucs qui sont à la con, 1%, je sais pas comment ça m'intéresse pas, on va voir les plus grosses charges que vous connaissez déjà sûrement, mais on va voir aussi comment ça s'applique dans les montages plus complexes avec, bah, déjà pour ceux qui sont pas en société, ben, comment ça marche en société, EURL, SASU, les montages un peu plus complexes avec les holdings. Et après, on va voir les différents niveaux d'optimisation. Donc on va voir le niveau 0, le niveau du singe, niveau 1, niveau 2, etc., niveau 3, 4, 5, ah j'ai pas mis 5, bon c'est 5, petite piraterie, grande piraterie, donc les montages un peu plus borderline, on va voir, on va pouvoir en parler si vous voulez, si on a le temps, mais ça sera plus pour votre culture qu'autre chose évidemment. Je ne cautionnerai pas évidemment des montages illégaux ou des choses qui feraient perdre de l'argent à Emmanuel Macron évidemment. Stratégie recommandée, on va voir ce que moi je conseille, ce que je fais aussi, hein, comme ça vous verrez ma stratégie personnelle. Et il faudra comprendre aussi que c'est très dépendant de votre cas perso, dans plein de critères, quoi, de ce que vous visez dans votre vie en général, votre situation familiale, votre situation actuelle, d'un point de vue est-ce que vous êtes en mission ou pas encore, à quel tarif vous êtes en mission, etc. Donc on fera différentes mises en situation. J'ai fait un petit simulateur que j'ai pas encore eu le temps de 100% valider à 1000%, mais a priori qui devrait être correct, ou alors s'il est passé à quelques virgules près, que je peux vous montrer rapidement, si j'arrive à partager l'écran. Putain, mais. Ok. Hop, petit simulateur. Avec. En gros, le but, c'est de comprendre un peu le point d'équilibre. Hop, le point d'équilibre entre la rémunération, entre ce que vous versez, entre ce que vous laissez en trésorerie, etc. Donc pour le URL, on va voir un peu les différents cas de figure. Et pareil pour la micro, les 3 cas principaux qu'on a, donc le cas où on fait rien, le cas où on fait un peu d'optimisation et le cas où on fait beaucoup d'optimisation. Et comparer un peu tout ça, quoi. Comparer un peu tout ça. Donc voilà, optimisation de level -1, ARE. Non, c'est bien. ARE, c'est optimisation. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai pas mis d'ailleurs. Faut peut-être qu'on l'aborde. Mais effectivement, c'est un point aussi important à prendre en compte, ça. Enfin, je le note. Ouais, je vais me le mettre un petit post-it pour pas oublier. Ici. Hop là. ARE. Tac, d'ailleurs, je crois, ouais, c'est Rémi, hein. Il m'a dit, Younes, que tu l'avais eu en appel. J'espère que ça a pu t'aider un peu, t'éclaircir un peu les sujets liés à ça. Mais du coup, voilà un peu le programme. Voilà le programme. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en live dans le chat ou en même temps, ou prendre la parole ou s'il y a des sujets que vous voulez partager. Mais voilà un peu le planning. Alors, moi je sais pas si j'avais une intro de prévu ou pas pour la vidéo. Ou au pire, je la ferai après. Je pense que je la ferai après, ouais. Comme ça, c'est pas chiant parce que vous allez voir, sinon je vais me reprendre à 5 fois et ça va être horrible. Donc on va aller dans le dur directement, pas d'embrouille. Premièrement, contexte qu'on va choisir de façon fixe. Donc on va considérer déjà les charges pas forcément obligatoires, mais on va dire là une moyenne de charges que vous pourriez avoir en tant que freelance. Donc sachant qu'un freelance, bon vous le savez déjà, mais il n'y a pas forcément de frais de fonctionnement, il n'y a pas des frais énormes à prendre en compte. C'est quasiment que du bonus ou des choses qui sont propres à toutes les activités, donc c'est-à-dire assurance, banque, mutuelle, quoi. Donc en gros, nous on n'a pas de frais en plus que ça. Matériel potentiellement pour ceux qui font du forfait, qui sont pas chez des grands comptes, qui n'ont pas de matériel qui est prêté, oui, mais on va le voir après. Mais on va considérer une base de charges fixes qui sont voilà, comme ça. Donc ce n'est pas non plus énorme, mais au moins il n'y a pas d'embrouille par rapport à ça. Maintenant, si on prend, je vais quand même prendre une note à côté pour pas oublier. Où est-ce que j'ai mis? Tac. Donc maintenant, si on prend les différentes options que vous avez. Donc en tant que freelance, d'un point de vue purement juridique, vous avez différentes options pour être dans les règles, pour pouvoir exercer de façon légale. Vous avez la micro-entreprise, par exemple, voilà, grand classique. Vous avez le URL, SASU, en gros, société, d'autres formes juridiques qui existent mais qui ne sont pas du tout pertinentes pour notre cas de figure, donc je ne vais pas les considérer. Et vous avez du coup aussi le portage. Mais le portage, c'est un peu particulier parce que le portage, c'est en fait un statut déguisé, quoi. Portage salarial. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque forme juridique, vous allez avoir des avantages et des inconvénients. Des fois, il y en aura plus que d'autres.
Et il ne faut pas croire qu'il y a toujours une situation qui est optimale pour quelqu'un. Il y a des fois où ça n'a aucun sens pour un freelance. Notamment le portage salarial. Le portage salarial, pour commencer par ce sujet, c'est une option qui sécurise les gens parce qu'on se dit on n'a pas de choses à gérer, c'est un peu une solution clé en main, donc il y a un avantage qui est là, c'est qu'on n'a pas besoin de se faire chier. Mais si on étudie un peu le sujet d'un point de vue des chiffres, c'est une aberration. C'est une aberration, sauf dans un cas très particulier, et je crois que personne n'est concerné ici, mais ceux qui sont en mode titre de séjour. Ceux qui ont un titre de séjour, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent avoir un CDI. Et pour avoir un CDI, quand on est freelance, il n'y a pas vraiment de solution, c'est portage salarial. Le portage salarial, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une structure qui va gérer votre SASU à votre place. Donc, pour ceux qui ne savent pas, du coup, ceux qui ne savent peut-être pas, mais une portage salarial, en fait, c'est une SASU déguisée. C'est une SASU autogérée, enfin gérée par quelqu'un, par un tiers. Putain, je suis mal cadré là. Je suis mal cadré avec mon nouveau trépied de la mort là. Hop. Donc, c'est une SASU déguisée, on va voir du coup qu'est-ce que ça implique d'un point de vue des charges, mais en gros, ça n'a de sens que pour ceux qui veulent avoir un CDI. Ça peut être soit si vous avez un projet immobilier que vous voulez absolument assurer le coup et que vous voulez pas vous faire chier à faire du financement pro, auquel cas, ok, on fait un portage salarial pendant quelques mois, on a des fiches de paye et c'est bon. Ou alors pour ceux qui sont en titre de séjour et qui doivent avoir un CDI et qui n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas créer une micro-entreprise, ils ne peuvent pas créer de URL, sauf s'ils prennent le titre spécifique, titre de séjour entrepreneur ou titre, je sais pas comment il s'appelle, il y a un titre de séjour sur plusieurs années, mais c'est plus compliqué et du coup ça crée des frictions qui sont pas idéales quand on veut se lancer. Donc pour ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas encore fait ces démarches-là, le portage c'est la meilleure solution. C'est la seule solution en fait, il n'y a pas vraiment le choix. Mais c'est pas la solution optimale du tout. D'un point de vue des charges, le portage salarial, pour qu'on fasse grossièrement les frais que ça va vous coûter 50%. Ok, on va voir pourquoi, on verra après par rapport aux charges de la SASU, parce qu'en fait c'est très lié à ça. Et les entités qui proposent ça, en réalité, elles prennent pas tant de charges que ça en réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, donc les prix sont relativement corrects. Vous avez Jump qui fait d'ailleurs beaucoup de pubs en ce moment. Jump qui fait du portage. C'est pas très cher, hein, c'est peut-être voilà, 6 € par mois, non, je crois que c'est un peu plus. Bon, c'est des montants qui sont pas énormes. En fait, ce qui va coûter cher, c'est des choses qui ne contrôlent pas eux. C'est les charges qui sont liées à la structure sous-jacente qui est la SASU. Donc ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que ça, je considère que c'est dans le niveau singe. Dans le niveau singe. C'est un niveau où, quand on sait qu'il existe d'autres options, c'est con de rester là-dedans. Quand on ne sait pas, ok, ça peut rassurer, on peut se dire, bon, ben, j'ai pas trop le choix, je sais pas, on m'a conseillé ça, c'est facile, c'est clé en main, je gagne quand même plus qu'en CDI, donc c'est bien. Oui, c'est cool, mais vous allez voir quand on verra les autres options que il y a beaucoup mieux à faire. Il y a clairement beaucoup mieux à faire. Après, attention, gros disclaimer, tout ce qu'on va voir ici, il faudra prendre ça avec des pincettes parce que déjà, de un, je ne suis pas dans votre vie. Donc chacun a des objectifs différents, chacun vise des choses différentes dans la vie. Il y en a qui veulent être plus libres que riches, il y en a qui veulent avoir une Lamborghini Huracan Evo, d'autres qui veulent s'acheter une maison, il y en a qui veulent juste vivre tranquille avec pas cher et le reste mettre de côté sous leur matelas, il y en a qui veulent créer un empire immobilier. Donc chacun a ses contraintes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, je vais vous dire les chiffres. Et je vais essayer de mettre dans un contexte pour essayer de voir dans quelle situation, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des objectifs différents, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et je vous dirai selon votre situation, selon ce que vous visez, ce que moi, d'après ce que je sais, est optimal. Et deuxième disclaimer, je ne suis pas ni avocat fiscaliste, ni expert comptable, ni ce que vous voulez. Donc tout ce que vous voyez là, si vous voulez creuser le sujet, allez demander à un expert comptable, vraiment, parce que c'est vraiment le truc important pour prendre ça en main proprement. Là, on va voir un peu le 0 to 1, quoi, comprendre les bases, mais pour ceux qui voudront vraiment aller plus loin et qui ont des montages plus complexes à faire, allez voir un expert. Moi, vous avez Younes, pour ceux qui n'ont pas déjà été voir, vous pouvez aller voir Younes. Attention, Younes, il est comptable, il n'est pas expert comptable, c'est différent. Expert comptable, il y a vraiment des droits, enfin des pouvoirs différents et souvent des compétences différentes. Donc si vous voulez vraiment comprendre ces choses-là dans le dur et mettre en place des gros moyens, allez voir un expert, ok? Maintenant qu'on a fait ce disclaimer, on va pouvoir commencer. Donc, micro-entreprise. Micro-entreprise, très connue, le truc qu'on recommande à tout le monde, on va voir que c'est pas forcément la meilleure option tout le temps. Les chiffres à comprendre. Cotisation URSSAF, 24,6%. Ça a augmenté pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous vous réveillez un peu trop tard, mais les cotisations ont augmenté. Avant, c'était 20. C'était combien avant? J'ai même oublié. C'était 21, je crois, ou plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez combien c'était avant. Bon, c'était dans les 20 et quelques. C'était 20, je crois que c'était 22, 21, je sais plus. Bon, vous irez voir. Ça a augmenté et ça va re-augmenter encore. Ça va monter à 26,1 l'année prochaine, 2026. Donc voilà. À prendre en compte parce qu'on va comparer du coup à l'EURL et vous allez voir que
Là où beaucoup de gens vont vous faire croire que le URL c'est un délirant par rapport à la micro-entreprise, mais ça l'était pas tant que ça, et ça va le devenir encore moins avec le futur. Donc ça, c'est le taux à appliquer à votre chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le fais très très court. Vous avez un chiffre d'affaires, vous n'avez pas le choix, tout le chiffre d'affaires doit venir en rémunération. Ça, on va voir que dans d'autres cas de figure, on peut moduler, mais là, vous n'avez pas le choix. Tout votre chiffre d'affaires, c'est votre argent à vous. Il n'y a pas de personne morale, donc l'argent que vous générez, forcément, va devoir aller en salaire. Donc, comment on fait? Vous devez appliquer ce taux-là de cotisation, vous devez payer du coup, imaginons que vous avez 100 000 euros, bon, c'est au-delà du seuil, mais c'est pas grave. Vous avez 100 000 euros, vous devez payer 24 000 euros, 24 600 euros d'URSSAF. Ok. CFE, une charge qui est exonérée première année, donc moi souvent je l'ignore, mais bon, au moins elle est là, comme ça vous ne pourrez pas me dire que j'ai oublié. Et si jamais ça va sur YouTube, il y aura tous les Jean-Michel d'URSSAF qui pourront pas me dire que j'ai oublié ça. Donc la CFE, ça dépend de là où vous habitez, ça dépend de la surface que vous utilisez pour votre travail, mais c'est souvent ridicule par rapport à ce que vous allez générer comme chiffre, donc voilà, je le mets, mais on s'en fout. Ça, ce que vous avez ici, c'est un point important, c'est que en micro-entreprise, quand vous avez dans une forme juridique qui est simplifiée, vous allez avoir en fait un abattement fixé par l'État qui va être censé représenter vos charges en tant qu'activité de freelance ou de prestataire de service. Donc 34%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, même si tout le chiffre d'affaires va être considéré comme étant votre revenu, et vous allez devoir payer des cotisations URSSAF, mais ça c'est hors sujet, l'impôt sur le revenu ne sera pas considéré sur tout le chiffre d'affaires. Il sera considéré seulement sur le chiffre d'affaires moins l'abattement. Donc, cet abattement forfaitaire, en fait, il va servir à définir quel est le montant qui va être calculé pour l'impôt sur le revenu par tranche, classique comme tout le monde. Hein. Du coup, c'est le petit avantage, c'est que comme en tant que freelance, on ne dépense pas beaucoup pour notre activité, on est largement en dessous des 34% de charges. Donc, c'est important de comprendre ça pour savoir à quel point les micros, ça peut être bien. Point important aussi à savoir pour l'optimisation, vous avez des trucs qui sont valables qu'en micro-entreprise et qui sont vachement bien. Donc vous avez la VFL, donc c'est le versement forfaitaire libératoire, donc c'est le fameux versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui va venir remplacer le calcul de l'IR classique et qui va être fixé à 2,2% du chiffre d'affaires. Donc vous allez voir qu'en faisant le calcul, qu'on est largement gagnant quand on a accès à ça, plutôt qu'à calculer l'IR quand on est un freelance. Parce qu'il y en a qui ont des cas de figure où le chiffre d'affaires n'est pas assez haut pour que ça soit rentable, mais en tant que freelance, c'est largement rentable. Vous allez vous faire ouvrir en deux en IR. Donc avec le VFL, vous êtes largement en dessous de votre taux, votre fameux TMI, donc le taux marginal d'imposition. Voilà. Donc en général, vous êtes très gagnant. Par contre, c'est valable selon des conditions qui souvent vont sauter en tant que freelance au bout d'un an. Vous allez sauter, en fait, au bout de 2 mois, vous allez dépasser les seuils. Mais comme c'est sur un an, vous allez passer un an optimisé. Autre optimisation qui est très connue, l'ACRE. ACRE, en gros, c'est un dispositif qui a été vachement débuff depuis les quelques années. Donc avant, c'était moi quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc vraiment c'était en 2019 ou 18. À l'époque, là, c'était 3 ans. C'était 3 ans et en fait, c'était un taux qui était progressif. Donc on avait un taux qui était vachement bien. Je crois que c'était 5%. 5% d'URSSAF au lieu de 26, 22%. Donc c'est ridicule, c'est un paradis fiscal. Année numéro 2, on passait à je sais pas combien, et année numéro 3, on passait à je sais pas combien. Donc en fait, c'était progressif. Maintenant, non seulement ça valable qu'un an, et c'est 11%. C'est toujours très très bien, mais il faut considérer que ça peut sauter, ça peut disparaître. Pareil, c'est valable sous conditions. Vous pourrez aller voir de l'autre côté sur quelles conditions c'est valable. Il y a un module là-dessus dans la formation pour ceux qui n'ont pas vu. Mais en gros, si vous faites ça, vous économisez 50% sur votre URSSAF. Donc c'est quand même pas négligeable. Point important pour la micro-entreprise, du coup, les gros points à comprendre, c'est qu'avec la micro-entreprise, il n'y a pas de contrôle sur l'IR. Vous n'avez pas de contrôle sur l'IR, en gros, vous n'avez pas de contrôle sur ce que vous versez en salaire. On peut se dire, ouais, c'est quoi le problème par rapport à ça? Enfin, moi, je veux de l'argent, je veux avoir un salaire, donc pourquoi tu me dis que c'est un problème? On va y venir. Peut-être qu'il y en a qui savent déjà pourquoi je parle de ça, mais on va y venir. Ça peut être un gros souci de ne pas avoir la main là-dessus. Donc, toute votre thune va être taxée à l'IR et vous le savez, en tant que freelance, on fait beaucoup d'argent, donc on est taxé avec un taux assez élevé, quoi. On n'est pas Bernard Arnault, mais quand même. Autre point important, c'est que c'est temporaire. Voilà, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est évident. Enfin, c'est évident, pas forcément pour tout le monde, mais la micro-entreprise, il y a un seuil. Il y a un seuil de chiffre d'affaires qu'on peut dépasser pendant 2 ans. C'est pas très connu, enfin, j'espère que vous le savez, mais il y a un seuil de CA. Seuil de CA qui est à aujourd'hui, ça peut changer, 77 700 euros par an, hors taxe. Ce qui est facilement dépassé, enfin ce qui est dépassé par quasiment tout le monde. Hein. Quand vous avez une mission full-time avec un très petit TGM, vous dépassez ça. C'est pas grave, vous pouvez le dépasser 2 ans, donc il faut le comprendre aussi. Mais vous allez voir que ce seuil-là, il n'a pas été créé au hasard. On peut se dire que oui, ils font ça pour nous saouler, pour qu'on passe en URL et pour prendre notre argent. Si vous vous optimisez pas, oui, mais en fait, ce seuil-là, il est juste fait parce que au-delà de ce seuil-là, vous êtes plus gagnant à être restant en micro-entreprise en réalité. Enfin, selon comment vous gérez, vous avez souvent intérêt à passer en URL, même de façon d'un point de vue purement optimisation. C'est pas juste parce que la loi vous le dit, c'est aussi parce que vous avez mieux à faire que de rester en micro. Donc, faut comprendre ça. Il y a un seuil, ce qui fait que c'est temporaire.
pareil, les avantages d'un micro qui sont les avantages qui me pousseraient moi à vous conseiller d'aller là-dedans sont pareil temporaires. Donc attention, si vous n'avez pas le droit à tout ça, ça se calcule. Moi, par exemple, comme j'avais déjà eu le droit là, que j'avais plus le droit après, la VFL, j'ai raté le délai pour le demander, donc du coup, j'ai perdu un an. Donc, dans ces circonstances, moi, j'ai pas eu accès aux avantages. C'était quand même intéressant pour moi, parce qu'il me fallait du cash de côté, mais mis à part ça, c'était vraiment pas la meilleure option pour moi. J'aurais peut-être dû commencer à créer une URL dès le début, plus tôt. Donc, c'est temporaire. Temporaire, il faut le comprendre. Dans quelle situation je recommande la micro-entreprise? Dans les cas de figure où vous avez du coup droit à la VFL et encore mieux à l'ACRE en même temps, mais si vous avez le droit à l'un ou l'autre, c'est déjà très très bien. Et pour ceux qui ont besoin de faire du cash, ceux qui ont besoin de faire du cash, faire un matelas de sécurité, ceux qui n'ont pas de réserve en fait, faire des réserves. Parce que vous allez voir que c'est ultra utile pour la suite. Pour optimiser encore plus, mieux vaut avoir des réserves. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est peut-être faire un an et demi, voire 2 ans, faire les 2 ans en micro-entreprise et mettre de côté beaucoup d'argent. Mettre de côté de quoi tenir potentiellement 2 ans, 3 ans sans revenu. Ce qui est un immense luxe et ce qui vous aidera à faire des optimisations de fou pour après. Donc déjà, est-ce que ça c'est compris pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur ces premiers taux? Ça, je pense que c'est un sujet qui était compris, mais dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous pour tout ça ou si vous avez des questions. Sinon, je passe à la suite. Pour la TVA, j'en parlerai après. Mais la TVA, c'est aussi un truc qui rentre en jeu dans la micro-entreprise, hein. C'est important de le savoir aussi. C'est très peu connu. Euh, pour en parler rapidement, la TVA en tant que B2B, je vous le rappelle au cas où vous ne le savez pas, mais c'est un non-sujet. C'est un non-sujet, c'est purement administratif. Alors justement, on peut en retirer l'aspect positif, qui est que la TVA, on peut la faire déduire des achats, ce qui n'est pas négligeable du tout. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas encore, par exemple l'accompagnement que vous avez payé avec moi, vous pouvez le déduire en termes de dépenses pro pour la TVA. Même pour ceux qui ne sont pas encore en EURL ou en SASU, vous pouvez considérer ce frais comme un frais pro, enfin c'est un frais pro, et du coup la TVA peut être déductible. Même si vous n'avez pas encore passé le seuil pour être soumis à la TVA, ça sera rétroactif pendant 12 mois. Donc c'est pas un problème. Et pour vos achats aussi, donc en fait, vous avez que le positif dans la TVA. Ça pour ceux qui avaient des problèmes par rapport à ça ou des questions, je sais que Benjamin n'est pas là, mais il m'avait demandé que j'en parle. La TVA, c'est que le positif que vous avez. Donc pas de stress par rapport à ça. Mais j'en parlerai après. Du coup, maintenant EURL et SASU. Donc EURL et SASU, pour comprendre la différence en termes de taux, vous avez quoi qui va changer? Donc vous avez toujours l'URSSAF à payer. Voilà, ils sont toujours là, vous inquiétez pas, ils vont pas vous lâcher. Sauf que les taux sont un peu plus élevés. Un peu plus élevés. 31%. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, 31, c'est pas 45%? On va en parler juste après. Mais ça, c'est un truc qui est le truc, je pense, pas le plus gros scam, mais le truc le plus moins bien compris dans les gens qui débutent dans l'administratif, c'est qu'il y a trop de chiffres qui se mélangent, ils n'arrivent pas à trop comprendre d'où ça sort. Donc, oui, 45 c'est correct, mais on va voir dans quel sens c'est correct, et moi je vais considérer plutôt 31. Donc 31% d'URSSAF, comparé à 24,6%. Nouveauté, que vous n'avez pas avant, bienvenue dans le monde des grands, l'IS. Donc l'IS c'est quoi? C'est tout simplement comme l'IR mais appliqué à votre boîte. Parce que là du coup, comme je rappelle, micro-entreprise ce n'est pas une personne morale. Pour ceux qui ont pas fait des cours de compta ou de finance à l'école, bon, j'en ai fait que très peu mais je me rappelle de ça, tu vois. Il y a les personnes morales, personnes physiques. Micro-entreprise, ce n'est pas une personne morale, ce n'est pas une entité qui est isolée, c'est vous. Donc la micro-entreprise c'est vous. Il n'y a pas de dissociation. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion d'IS. Maintenant que vous êtes en société, vous avez du coup l'impôt sur la société. Et là, vous avez du coup une personne morale, une entité qui est à part. Donc là, on va parler juste après, mais en gros, vous avez un taux qui va s'appliquer, qui est progressif, un peu comme l'IR finalement. Donc avec c'est par tranche, il n'y a que deux tranches, mais voilà, 15% jusqu'à 42 000 de résultats. Attention, on parle du coup de résultats, on va en parler juste après. Et 30% pour le reste. Vous avez aussi les dividendes, donc qui est une option pour récupérer l'argent qui est autre que le salaire. Et là, vous allez être fortement taxé. Donc, c'est comme l'URSSAF, ça va être 45%. Donc, 45% ou 31% selon comment vous le voyez. Mais ça va être pas idéal. Toujours la CFE, toujours les mêmes taux. Petits avantages aussi à comprendre par rapport à l'EURL. Donc, aussi, grosse idée reçue, ça j'en ai marre. Parce que franchement, je vois des vidéos, des fois, je vois des commentaires. Les mecs n'y comprennent rien. LinkedIn, c'est pareil. Enfin, les mecs qui font les experts, ils n'y connaissent rien. Et même qui sont en freelance et qui savent pas ça. Qui disent ouais, quand on est freelance, on n'a pas la retraite, on n'a pas le droit à tout ça et tout, on n'a pas la sécu. Complètement faux. Alors pour ceux qui ne savent pas, la sécu, vous avez toujours droit en tant que freelance, en tant que EURL, il n'y a pas de souci. Alors les taux sont différents, les conditions sont différentes, vous êtes soumis à ce qu'on appelle le TNS, c'est le régime des travailleurs non salariés. Ce qui n'est pas le même régime que quand vous êtes en CDI, ce n'est pas le même que celui que quand vous êtes en micro-entreprise, et vous avez toujours la sécu, vous avez toujours la retraite.
Ça, il n'y a pas de souci. Si on veut faire croire le contraire, c'est juste que les gens n'ont jamais ouvert Google et ça, c'est un truc qui me sidère, mais bon, je précise quand même. C'est automatique, point important. C'est pas le cas pour la SASU, on l'enregistre après. Dès que vous êtes en URL, vous êtes forcément à ce régime-là, vous êtes forcément soumis à ce régime de sécu, ce qui veut dire que vous allez forcément d'en payer l'URSSAF. Hein, parce que ça va toujours à deux paires. Hein. Quand vous voyez écrire ça, vous pensez sécu. Ok. Donc vous êtes forcément ça. Gros avantage qui est différent de la micro, c'est on peut moduler sa rémunération. Et là, vous allez vous dire peut-être ceux qui débutent un peu, pourquoi, comment, qu'est-ce qui veut dire rémunération et tout. On va voir ça juste après. Donc, avantage de l'EURL, c'est qu'on va, par rapport à la micro, avoir un contrôle de l'IR. On n'est pas soumis à l'IR maximal qu'on devrait payer, on peut le moduler. Et on a peu d'URSSAF. Peu d'URSSAF, enfin, pas par rapport à la micro, mais de façon générale, c'est la solution juridique où vous aurez le moins d'URSSAF. Ok. Parce que la micro, comme je dis, c'est temporaire. La micro, il faut considérer que c'est temporaire, c'est pas une solution qu'on peut considérer comme vraiment en comparaison avec le reste. Il faudra plutôt comparer EURL et SASU et tout le reste, quoi. Donc, l'EURL, c'est la solution où vous allez payer le moins d'URSSAF. Voilà. Et maintenant, pour la SASU, SASU, c'est une société très, très similaire. Hein. Toujours pareil, l'IS, c'est la même chose. Les dividendes, c'est pareil, mais il y a un taux différent, taux de 30%, la fameuse flat tax. PFU, c'est pour prélèvement forfaitaire unique. Et CFE, toujours pareil. Donc, c'est très, très similaire. Toujours les URSSAF à payer. Par contre, vous voyez que les taux sont différents. Donc, les dividendes, on a un taux différent. URSSAF, on a un taux qui est très différent. Et on est encore soumis à la Sécu. Par contre, c'est uniquement si on se verse un salaire. C'est pour ça que j'ai mis 6 salaires. Mais encore une fois, vous avez encore le droit à la Sécu. Donc voilà, les fake news sont débunkés. Et du coup, voilà. Et aussi, pour ceux qui ont, peut-être du coup comme Rémi, si je me souviens bien, pour ceux qui sont en mode rupture co, qui ont déjà le chômage ou quoi, il y a des solutions en France qui permettent de cumuler le chômage et une création d'entreprise. Il y a des montages aussi où vous pouvez avoir le droit au chômage en démissionnant, sans avoir de rupture co, si vous créez une SASU. Donc ça, c'est du coup, là, c'est la démission pour création ou reprise d'entreprise, je crois, un truc comme ça. Et en fait, vous avez le droit, même en démissionnant, sous condition, à aller voir. Bon, je pense que personne n'est concerné ici, mais comme ça, vous saurez pour votre culture. Vous avez le droit, du coup, d'avoir le chômage, mais vous devez être en SASU. Donc c'est un peu une sorte de cadeau empoisonné quand vous ne savez pas vous gérer en SASU, mais quand vous savez gérer, c'est tout à fait, tout à fait cohérent, quoi. Et du coup, il faut savoir que, alors à vérifier, mais du coup, quand vous avez le droit aux ARE, c'est pas compatible avec toutes les structures. On peut pas forcément avoir cumulé ARE et URL, je crois, ou enfin, il faudra aller voir ça. Je suis pas expert là-dessus, mais je sais qu'il y a des conditions assez strictes. Donc, faire attention à ça. Et du coup, ça se calcule. Parce que je sais que, par exemple, Rémi, c'est la question qui pouvait se poser. Est-ce qu'on a intérêt à garder le chômage, mais rester en SASU et du coup payer beaucoup en URSSAF ou quoi, etc. Ou alors, est-ce qu'on a intérêt à faire une croix sur le chômage et passer en micro? Et des fois, vous pourrez vous dire, bah, en fait, ça paraît con, mais des fois, c'est intéressant de dire non au chômage et d'avoir la micro, d'un point de vue financier. C'est pareil, c'est du cas par cas, il faudrait vérifier. Donc voilà. Et ça, on verra pas. Ça, on verra plus tard. Holding plus SASU, c'est plus tard. Ça, c'est pour comprendre les taux. Maintenant, avant de passer à la partie différents niveaux d'optimisation, on va déjà faire un point sur comprendre les taux d'URSSAF, parce que c'est le truc qui est le moins bien compris, donc je veux que vous compreniez déjà comment ça marche. On voit beaucoup passer, peut-être vous avez déjà vu passer, que quand on est en EURL, le taux d'URSSAF c'est 45% et pas 31%. Donc là vous allez vous dire, ouais mais qu'est-ce qu'il nous raconte 31%? En fait, moi ce que j'aime bien faire en tant que freelance, c'est que comme tout le monde part en général de la micro, c'est avoir toujours le même référentiel. Et en micro, on dit quoi? On dit 24,6, ou on dit, peu importe, 26,1, on dit 22, je sais pas combien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de pouvoir raisonner comme ça. Pourquoi? Parce qu'en tant que freelance, même si on est en société, ça change rien au business, ça change rien au fait qu'on n'a pas de frais, ça change rien au fait qu'on a une majorité de résultats et très peu de charges dans notre activité. Donc, c'est intéressant de toujours raisonner en tant que, dans ce sens-là, dans le sens, j'ai mon résultat et je vais y retrancher une somme pour avoir la rémunération nette. Sauf que quand vous allez voir des vidéos, des articles, des comptables, etc., ils vont vous parler dans l'autre sens, parce que c'est ce qui est le plus commun quand on crée son business. En fait, le 45% d'URSSAF, c'est 45% qu'on va devoir ajouter au montant qu'on veut recevoir en salaire. Donc, ce n'est pas le montant qu'on a de base auquel on va retrancher 45%, c'est le montant qu'on veut, on va lui ajouter 45%. C'est pour ça qu'on peut se tromper, des fois on peut se dire, ah ok, mais 45% versus 24%. Pas du tout. Attention, c'est l'inverse. Donc c'est 45% quand vous partez du point final qui est je veux 2000 euros net avant impôt, donc je veux 2000 euros. Combien il faut du coup que je paye avec mon URL? Il faut que je paye 2000 euros plus 45% d'URSSAF, donc ça fait 2900 euros.
Ok. Donc vous allez devoir payer 900 euros à l'URSSAF pour vous verser 2000 euros. Mais si on raisonne toujours dans le même sens que dans la micro-entreprise, c'est beaucoup moins. C'est j'ai 2900 euros à disposition, je veux me verser tout en salaire. Combien je dois payer à l'URSSAF? Je dois payer 31%, je dois payer 900 euros à l'URSSAF. Donc vous payez toujours 900 euros, il n'y a pas d'embrouille par rapport à ça, mais vous payez 31% d'URSSAF. Ok. Je ne sais pas si c'est un truc qui est clair pour vous, parce que je sais que c'est un truc qui passe beaucoup. Je ne sais pas si c'est un truc que vous avez déjà compris de votre côté ou pas, ou si c'était un truc que vous découvrez, vous dites ah ouais, putain, j'ai pas pensé à ça. Mais moi, je sais que pour beaucoup de gens, c'était pas compris ça, donc je le répète. Si vous partez du chiffre d'affaires que vous avez, pas encore clair. Ah merde. Dites-moi si vous avez des questions sur comment calculer ça, mais je vais essayer de vous faire un truc clair. Je ferai un exemple après si vous voulez plus simple. Mais dites-moi sinon le reste à part Rémi, sinon comme ça je sais un peu où vous en êtes par rapport à ça. Donc il y en a qui découvrent, donc ouais, s'il y en a qui découvrent, peut-être que vous savez même pas que c'était 45% même avant aujourd'hui, donc en plus j'ai le droit à l'ACRE et VL, donc c'est plein de calculs à faire. Ok, bah, si t'as droit à l'ACRE et version libératoire, Rémi, je pense que la question elle est vite répondue, comme on dit rien. Pour moi c'est micro sans hésiter. Il est aussi ARS, chômage en 2 fois, plus d'entreprise. Ouais, ok. Ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Pareil, je découvre les taux. Ok, bon, bah, si vous découvrez les taux, au moins, il n'y a pas eu le temps d'avoir des idées reçues, donc c'est parfait. Mais je vous dis parce que vous allez voir passer ça beaucoup de fois. Même vos comptables vont vous le dire quand vous allez affaire à des comptables. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, je vous le dis, mais vous pouvez oublier ce chiffre dès maintenant. Vous allez voir quand on parle de. Si vous cherchez donc URSSAF, EURL, vous allez les voir nulle part, mais vraiment nulle part, 31%, mais c'est normal, en fait, c'est tout à fait logique. Parce qu'en fait, ça n'a aucun sens de raisonner comme ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait quand on crée sa boîte, on fonctionne toujours dans l'autre sens. C'est la micro qui est plutôt différente, si on prend vraiment le vrai sens. Putain, il n'y a pas les chiffres là? Donnez-moi les chiffres. EURL à l'IS. EURL à l'IS. Putain, mais il peut pas mettre des taux comme ça. C'est trop demander juste une réponse simple. Voilà. Je fais des efforts pour pas passer par ChatGPT tout le temps, mais ils font tout pour que je passe par ChatGPT à chaque fois, quoi. 45. Peut-être que je suis trop pressé aussi, je veux savoir tout très vite, mais. Ouais, simulateur, ça m'intéresse pas en fait. Le simulateur, c'est trop chiant. Bon, bref, c'est 45%. C'est 45%. Donc en fait, vous allez voir que c'est 45%. Donc en gros, pour ceux qui découvrent, la question à se poser, c'est quoi? Vous pouvez raisonner de deux façons différentes. Soit vous vous dites, j'ai 50 000 euros. J'ai fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai fait 50 000 euros de CA, hors taxe. Attends, je regarde la question avant. Tu penses quoi du fait d'ouvrir une micro une fois que tu as déjà quelques clients pour pouvoir cumuler l'acre une fois qu'on a mis sur TGM? Tu peux optimiser, mais bon, est-ce qu'on est vraiment à un mois près? Franchement, c'est pas la fin du monde, quoi. Franchement, oui, tu peux faire ça, mais moi, je préfère avoir le truc qui est déjà bien carré, comme ça, les clients, dès qu'ils sont chauds, ben, tu peux leur envoyer le contrat et tout est nickel, il n'y a pas d'embrouille, quoi. Je vois de la demande pour un rack sur le site de l'URSSAF. Ah, ben là, maintenant, même plus besoin maintenant. ChatGPT en mode recherche avancée, c'est bon, c'est fait. Mais voilà, bon, pour faire l'exemple rapidement, imaginons que vous avez 50 000 euros de chiffre d'affaires, hors taxe. En micro-entreprise, il n'y a même pas de question. C'est l'argent, vous devez forcément le verser en salaire. Donc la question c'est ben, combien je paye? Ben, c'est très clair, vous payez moins 20, vous payez 26% à l'État, en l'URSSAF. 26,4%. Ce qui fait 13 200. Ok. Donc vous payez 13 000 euros URSSAF. Fin de la question. Ça vous fait, ça fait combien? Ça fait 37. 37,4 pour vous. Avant hier. Fin de la question. Voilà, très simple, micro-entreprise, vous payez 26%, et vous allez voir du coup passer le taux à 26%. En URL, c'est très différent. Si vous voulez raisonner comme ça, vous ne pourrez pas appliquer le taux que vous verrez qui est de 45%. C'est pas comme ça que ça marche, c'est dans l'autre sens qu'ils raisonnent. Eux, ils partent du résultat que vous voulez à la fin, et ils remontent à ce que vous devez payer pour avoir ce résultat. Donc là, imaginons, vous avez 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous voulez vous verser 100% de ce montant-là en revenus, il faudra du coup appliquer 31%. 31%, parce que la règle c'est quoi? C'est que vous prenez le montant que vous voulez, enfin que vous pouvez vous verser, et vous lui appliquez 45% à ce montant pour savoir ce que vous devez payer en charge à l'État. Donc, en gros, bah là on fait dans le sens, mais du coup on fait moins 31%. Ça fait quoi? Ça fait, c'est quasiment pareil quoi. On fait moins 31%. Hop, ça fait quoi ça?
fait 35K au final. Bon, je vous fais confiance, bon. En gros, on part de ce qu'on veut. Et si on fait dans l'autre sens, si on fait de là à là, ça fait plus 45. Plus 45%. En gros, il faut faire fois 1,45 de ce montant si vous voulez savoir combien vous devez payer. Et à la fin, vous devrez faire un virement donc, en perso à vous de 35K et du reste à l'État, à l'URSSAF, des 45%. Mais si vous voulez comparer micro-entreprise et URL, il ne faut pas considérer 45%, sinon ça n'a pas de sens. Il faut considérer 31%. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, en tout cas, bon. Retenez 31%, c'est le plus important. Et après, l'IS, du coup, comment ça marche? Le principe de l'IS, c'est que ça ne se calcule que sur votre résultat, pas sur votre chiffre d'affaires, contrairement à la micro-entreprise, je rappelle, parce que eux, c'est tout est en rémunération, il n'y a pas de modulation, alors qu'en EURL, vous pouvez avoir un résultat. Donc pour ceux qui n'ont pas fait de compta à l'école, résultat c'est quoi? C'est rentrée d'argent moins sortie d'argent, quoi. Donc si vous avez 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais que vous dépensez 15 000 euros parce que vous avez acheté 3 MacBook Pro pour le fun, vous avez 50 000 euros de CA et vous avez 15 000 euros de dépenses. 15 000 euros de dépenses, ce qui vous fait, hop, 35K de résultat. Et c'est ce montant qui va être concerné par l'IS. D'accord? Donc l'IS va calculer là-dessus. Important à comprendre, parce que vous comprenez bien que maintenant, si on joue avec les dépenses, on peut moduler le résultat. Résultat. On peut moduler le résultat. Et qui dit moduler le résultat dit baisser potentiellement son IS, baisser ou augmenter. Bon, des fois, on peut plutôt le baisser que l'augmenter. Et vous comprenez aussi que si on peut choisir combien on veut se verser en salaire, et du coup ça rentre dans les dépenses, on peut avoir plus ou moins d'impôt sur le revenu. Parce qu'on sait combien on se verse. On peut se verser uniquement, là maintenant j'ai 50 000, je peux me verser uniquement 2 000 euros de rémunération à l'année, si j'ai envie. Et à la fin du coup j'aurai zéro d'impôt, parce qu'à 2 000 euros de revenus, vous n'avez pas d'impôt, quoi. Donc ça c'est un point important à comprendre, et c'est là que tout devient intéressant. C'est là qu'on commence à vraiment optimiser, c'est qu'on peut moduler plein de choses, on peut moduler ses dépenses, on peut moduler sa rémunération, pour avoir moins d'IS, moins d'IR. Et là, la question qui va se poser souvent, ça va être du coup, qu'est-ce que je fais comment je fais pour dépenser mon argent en fait? Parce que là, tu me dis, oui, ok, tu te verses que 2 000 euros par an, mais après, comment je fais pour vivre? Comment je fais pour m'acheter ma Play 5? Comment je fais pour m'acheter ma Ferrari Enzo, quoi? Donc, de manière effective, tu ne paies que l'URSSAF sur les dépenses. Tu ne paies que l'URSSAF sur ta rémunération. L'URSSAF, c'est une taxe qui ne concerne uniquement les dépenses de rémunération, pas les dépenses en général. C'est vraiment que pour ta rémunération. Si tu payes une Play 5, t'as pas d'URSSAF à payer là-dessus. Tu payes avec ta boîte. Et c'est justement le gros point qu'il faut qu'on voit, c'est la partie frais. C'est les frais en fait. Parce que si vous voulez, tout ce que je vous montre ici n'a de sens que quand on arrive à faire des dépenses pour sa boîte et pour du coup baisser le résultat. En gros, l'idée c'est quoi? C'est se verser le moins de rémunération possible et dépenser le maximum depuis les comptes pro. Parce que les dépenses des comptes pro, elles vont augmenter du coup les dépenses que vous avez ici dans votre bilan et diminuer le résultat. Donc, diminuer l'IS. Mais vous, au final, vous avez quand même votre dépense, vous avez quand même dépensé vous avez quand même un MacBook M4. Donc c'est là qu'en fait ça devient intéressant et c'est là qu'on passe un step au-dessus. Vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous parler uniquement, quand on parle de comptabilité, en rémunération. Ils vont être là, les gens, enfin c'est horrible, vous avez peut-être vu dans mes posts ou LinkedIn ou Twitter ou YouTube ou quoi. Tout le monde, j'ai très rarement vu des gens qui m'ont dit autre chose que moi je me verse tout en salaire, quoi. Les gens se versent tout en salaire, ils n'ont rien compris en fait. Ils font le petit truc à faire. Petit truc à faire. Et vous allez voir après, parce que le simulateur, c'est assez flagrant, parce que c'est la ligne tout en bas, quoi. C'est le truc le moins évident, c'est le plus chiant, c'est ça, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, l'idée, quand vous êtes dans la situation EURL et SASU, quand vous avez, du coup, un contrôle sur combien vous allez vous verser, et du coup, par extension, combien vous allez payer en URSSAF, et combien vous allez payer en impôt sur le revenu, et combien vous allez payer en IS, mais vous allez de quoi optimiser. Et la question qui se pose, c'est du coup, comment je fais pour avoir le plus gros pouvoir d'achat général possible, légalement, avec ce que j'ai comme activité et comme structure. Et la question, c'est plus combien je vais me verser en salaire. Ça, c'est une question du coup de niveau nul, quoi.
Donc du coup, si on reprend, là, on va revenir dans la partie fiscalité, la partie optimisation. Si je vous remontre un peu ça, il y a différents niveaux. On va un peu rentrer là-dedans. Hop là, j'interromps la vidéo quelques secondes, j'espère qu'elle vous plaît en tout cas. Pour ceux qui veulent se faire accompagner pour vraiment assurer le coup et se lancer en freelance avec des bons process validés et avoir accès à ces coachings groupés aussi en bonus, comme vous voyez là dans la vidéo, vous avez un lien de description, un lien qui permettra de prendre un rendez-vous avec moi. Alors, ce rendez-vous n'engage en rien, il est gratuit. Le but, c'est quoi? C'est qu'on puisse déjà voir votre projet. S'il me paraît, à mon sens, jouable ou non, moi je vous le dirai sans tabou, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Si ça vous paraît jouable et que vous êtes motivé et que vous voulez vous faire accompagner, je vous dirai selon quelle modalité je peux le faire avec vous. Donc n'hésitez pas, prenez un rendez-vous et on en discutera très rapidement. Allez, je vous remets la vidéo. Donc niveau 0, ça va être par exemple portage alors qu'on pourrait faire différemment, ça va être CDI, voilà, si on veut taper sur les gens CDI, ça peut être un niveau 0 quoi. Niveau 1, ça va être les micro-entreprises, idéalement avec l'ACRE et la VFL, mais c'est temporaire, donc c'est bien d'en profiter, mais c'est pertinent que pour ceux qui y ont droit et c'est temporaire. Le niveau 2 qui est, selon moi, le niveau qui est le niveau 0 quand on crée sa boîte, c'est jouer avec les frais et les taux d'IS et d'IR pour aller, du coup, optimiser son pouvoir d'achat général et pas forcément son revenu. Attention à bien dissocier les deux, c'est pas pareil. Donc, ça, exemple de frais que je vous ai mis là, ça va être par exemple une LOA pour votre voiture qui passe sur votre boîte, des formations, du matériel, les restos, les hôtels. Donc, qu'est-ce qui est concerné en gros par les frais et qu'est-ce que vous avez le droit de faire et ne pas faire? C'est très simple. Tout frais qui est de près ou de loin lié à votre activité est considéré comme un frais pro. Et du coup, vous pouvez payer via les comptes de la boîte. Donc payer avec un argent qui n'a été taxé 0 fois. Alors que si vous vouliez faire cette dépense-là en perso, et c'est pour ça que je vous ai mis juste en dessous le truc de l'iPhone, vous allez vous faire ouvrir en deux. Ouvrir en deux. Donc attention à rester accroché à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure, mais c'est des sujets qui peuvent un peu vous perdre. Donc si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'interrompre ou quoi. Illustration de ce que je vais vous dire depuis le début là avec ces histoires d'IS, de modulation et tout, avec un achat pro. iPhone 16 Pro Max, voilà, on prend un téléphone extrêmement cher, voilà, j'ai quasiment pris celui-là, j'ai pris l'iPhone 16 Pro sur la boîte pour que vous sachiez. iPhone 16 Pro, téléphone de fonction, téléphone pro qui vous sert à gérer votre activité, à appeler vos clients, à gérer votre comptabilité dessus, etc. Votre téléphone quoi. Comment ça se passe si vous voulez le payer en perso? Imaginons que vous êtes encore en micro-entreprise. Vous voulez payer en micro-entreprise, comment ça marche? Mais déjà, vous allez payer le prix quoi. Vous allez payer 1500 euros. Oui, mais c'est le prix, quoi. Pourquoi tu me dis, pourquoi tu précises ça? Parce que le prix, c'est le prix TTC. Donc, déjà, il y a la TVA. TVA, déjà, la TVA, vous allez la payer. TVA que vous ne payez pas en société. Donc, ça, vous économisez pas mal d'argent. Ensuite, là où ça devient plus compliqué, il faut suivre, c'est que quand vous avez payé votre iPhone 1500 euros, en réalité, 1500 euros, c'est l'argent que vous avez dû sortir en payant des cotisations de votre micro-entreprise. Du coup, ça veut dire que vous avez payé en plus 1000 euros potentiellement. Alors là, du coup, cette simulation-là, c'est une simulation en SASU. Mais c'est la même logique en micro et en EURL. Il faudra juste ajuster les taux. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que quand vous payez un truc, là, vous, en perso, vous allez faire vos courses, vous allez acheter un Mac. Vous dites, bon, ok, je paye 2000 euros, mais je paye que 2000 euros. Non, non. Pour avoir tes 2000 euros, tu as dû générer 2000 euros plus des cotisations que tu as payées à l'État. Des cotisations que tu ne paierais pas en société. Parce que tu vas dépenser l'argent avant de se taxer. Et là, ça devient vraiment intéressant. Idem, impôt sur le revenu, parce qu'avant d'avoir l'argent pour payer ça, t'es passé par la case sur ça, mais tu es aussi passé par la case IR. Donc tu payes aussi l'impôt sur le revenu. Et pour ceux qui sont sociétés, pour ceux qui sont du coup en EURL en SASU, en plus de ça, vous avez payé, avant de sortir l'argent pour votre rémunération, vous avez dû payer l'IS. Vous avez dû payer l'IS sur votre résultat de votre activité. Donc au final, enfin, ça dépend. Là, du coup, c'est un négatif parce que ça dépend, ça peut vous faire baisser l'IS. Ça peut vous faire baisser l'IS de du coup, dépenser l'argent, le truc en perso ou pas. Mais en gros, comprenez que c'est pas juste le prix hors taxe, c'est tout ce qui a fait que vous avez pu avoir l'argent pour le payer. Et du coup, à la fin, vous avez un coût qui est énorme. Enfin, prenez pas ce chiffre-là précisément, mais c'est en gros, comprenez que c'est pas 1500, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Alors que, en société, si c'est acheté en pro, l'argent part de votre compte pro. Donc, déjà, vous payez que le hors-taxe, vous ne payez pas la TVA parce que c'est du B2B. Donc, vous allez payer à Apple et du coup, la TVA va juste être transvasée de vous à eux. Donc, c'est pas un truc qui changera votre truc. Donc, déjà, c'est pour ça qu'on parle toujours en hors-taxe. Hein. Quand on est en B2B, il n'y a pas de question de TVA. La TVA, c'est factice, quoi. C'est qu'en B2C que ça a un sens. Mais la TVA,
ne compte pas. Donc déjà, l'iPhone, il coûte pas 1500, il coûte 1250. Vous payez que la hors taxe. Mais ça, on ne peut pas s'arrêter que là. Il y a aussi le fait que l'argent que vous avez dépensé, ben, pour l'avoir, vous n'avez pas besoin de payer l'URSSAF. Donc c'est zéro d'URSSAF. Comme vous n'avez pas besoin de vous le verser en rémunération pour l'acheter, vous n'avez pas payé non plus d'IR dessus. Et en plus, en dépensant cet argent, vous avez baissé votre résultat, vous avez fait augmenter les dépenses ici. Donc vous avez augmenté les dépenses ici. Donc vous avez moins de résultats ici. Et donc vous avez moins d'IS. Donc vous avez gagné aussi en IS. Et du coup, au final, l'iPhone à 1500 euros affiché sur le site vous aura coûté en réalité moins de 1000 euros. Et c'est là que ça devient, c'est là qu'on devient, qu'on devient vraiment un patron en fait. Enfin, ça paraîtrait complètement ahurissant que je raconte ça parce que les gens qui ont une entreprise, c'est la base des bases des bases, mais je sais qu'en freelance, les gens ne font pas ça. Les gens en freelance ne se rendent pas compte de ça. Ils font pas trop d'efforts. Enfin, il y en a qui savent faire quand même ça, mais beaucoup de gens vont se dire bon, ben, je suis en URL et puis voilà, je fais mes dépenses. Ils savent même pas qu'ils gagnent de l'argent en fait. Des fois, ils vont acheter leur truc, ils savent même pas qu'ils économisent autant d'argent. Maintenant, je vous le dis, vous le savez, comprenez tout ça, c'est hyper important. Plus vous faites de frais via votre entreprise, mieux c'est en fait. Mieux c'est. Parce que non seulement ça va vous coûter moins cher, parce que vous le paierez moins cher au final, mais en plus vous allez gagner de l'argent quoi. En gros. Je sais pas si c'est clair pour vous. Dites pas si ça vous paraît clair. Pas forcément à la virgule près, mais si vous comprenez un peu l'idée de cette différence entre payer en pro et payer en perso. Et comprendre pourquoi ça a ce point d'intéressant d'être du coup en EURL et en SASU, contrairement à la micro-entreprise. Parce que c'est vraiment un point important ça à comprendre. C'est good. Ok, top. Ok. Ok, parfait. Bah du coup, voilà, ça c'est hyper important. Maintenant, vous avez vu ce niveau-là. Alors pour la TVA, pourquoi on ne fait pas? Alors TVA, rapidement, la TVA, bah, en fait, c'est très simple. Quand tu fais une facture en tant que freelance, tu fais une facture en hors taxe. Tu es en B2B. La TVA, dans tous les cas, elle va être ajoutée. Donc en gros, tu envoies une facture à 100 euros, ça va faire 120 euros TTC. Et en fait, 120 euros, le client il va te payer 120 euros de ses comptes. Mais c'est 20 euros de plus de TVA. Donc ça, c'est 20 euros de TVA. En fait, c'est de l'argent qu'il aura lui-même collecté avant en ayant fait des factures à 100 euros et en ayant récolté 20 euros de TVA. Et en fait, comment ça marche? Ben, à la fin de l'année, tu fais une balance, tu fais combien j'ai payé de TVA et combien j'ai reçu de TVA. En gros, là, je paye un iPhone. Si je paye un iPhone, je vais donner 250 euros de TVA. Donc, dans ma balance, je vais sortir 250 euros de TVA. Et imaginons, j'ai rien qui rentre. Donc, je fais aucun contrat, je paye rien. Ben, à la fin, l'État va me rembourser pour que j'arrive à zéro. Donc, en gros, vous êtes remboursé ce montant-là. Donc, je vous le dis tout de suite, vous allez devoir payer 1500 euros avec votre compte bancaire pro. Vous allez sortir le montant, c'est 1500 euros. Sauf que à la fin de l'année, l'argent, il vous sera rendu par l'État. Parce qu'il faut toujours revenir à zéro, à la balance. À l'inverse, si vous avez fait que des prestations, que vous n'avez pas acheté de trucs avec votre compte pro et que vous avez récolté 10 000 euros de TVA, ok, à la fin, vous allez devoir le rendre à l'État. Donc à la fin de l'année, vous allez devoir rendre 10 000 euros à l'État. Donc en fait, cet argent-là, vous n'y touchez pas. Il faut pas y penser. Vous pensez qu'en hors taxe. Les taux sont ajoutés automatiquement avec vos facturations et tout. Et après, c'est l'État qui gère, quoi. Vous dites à la fin, tu vois, bon, c'est un sujet qui peut être compliqué, mais il faut juste imaginer qu'à la fin, c'est zéro. Juste oublier. Oublier la TVA, c'est plus simple. Oublier la TVA, sauf pour ceux qui sont en micro-entreprise et qui ne sont pas encore soumis à la TVA. Mais oubliez. Donc voilà. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette logique de l'iPhone, vous pouvez l'appliquer à littéralement tout, en fait. Littéralement tout, tant que c'est cohérent avec l'activité. D'accord. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent que vous allez dépenser, c'est ce que j'ai mis ici comme un calcul. Vu que vous allez réduire l'IS, c'est un des éléments que vous allez réduire, c'est ce qu'il y a ici. Vous allez réduire l'IS, sans compter même le reste. Hein, vous allez réduire l'IS. Pour chaque euro dépensé, vous allez avoir une sorte de cashback. Parce que l'argent que vous allez dépenser, il ne sera pas taxé à l'IS. Et du coup, vous allez économiser le taux d'IS global, quoi. Donc, si vous faites 100 000 euros de résultat, vous aurez à peu près 20 000 euros à payer d'IS. Mais du coup, si vous dépensez, chaque euro que vous allez dépenser va faire baisser l'IS. Et chaque euro que vous allez dépenser, vous allez être remboursé entre guillemets de 23 centimes. En gros. Donc c'est pour ça que plus on fait de dépenses, mieux c'est. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais pourquoi je dépenserais? Quel intérêt j'ai à dépenser mon argent? Dans quoi je peux dépenser mon argent et tout? Ça, c'est la grande question. C'est vrai que c'est pas la question la plus simple à répondre. Il y a plusieurs idées. Hein. Je vous ai mis ici des exemples. Il y a la LOA d'une voiture qui peut déjà être un sacré budget. Si vous avez une voiture déjà en LOA, passez-la en pro. Formation, matériel, les restos, les hôtels. Ça peut vite chiffrer. Mais effectivement, c'est pas illimité. C'est pas illimité. C'est pour ça que forcément, vous ne pouvez pas non plus arriver à la fin à chaque fois à zéro de résultat.
Sauf si vous jouez un peu avec les règles et que vous faites un truc un peu plus de pirate et que vous trouvez des moyens de dépenser votre argent de façon borderline, quoi. Donc c'est ça aussi, on rentre en plein dans les contrôles fiscaux. Quand vous voyez des gens qui parlent de contrôles fiscaux, en fait, c'est quoi? C'est vérifier que vos dépenses, bah, elles sont bien legit, quoi. Est-ce que c'est bien cohérent par rapport à votre activité, quoi? Si je vois, tu as acheté une Rolex Daytona de 35 000 euros en or rose, j'ai envie de savoir pour quel est le rapport avec le freelancing, quoi. Pourquoi tu as payé 35 000 euros ta montre? Et là, contrôle fiscal, c'est méchant, quoi. Donc, tout vient d'ici. Toute la complexité et toute l'optimisation vient d'ici. En fait, elle vient du fait que vous pouvez ou non faire des dépenses qui vont faire baisser votre résultat et faire aussi que vous allez esquiver tout ce qui est TVA, tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est impôt sur le revenu. Donc, on va rentrer dans le game après, juste au-dessus. Le game qui est juste après, c'est l'investissement. Mais vous allez comprendre qu'en fait, la logique, finalement, ça va être limite de ne sortir quasiment rien en perso et de tout dépenser via sa boîte. Un micro peut faire ce genre de manip pour, par exemple, un téléphone ou LOA. Non. Alors, tu peux pas parce qu'en fait, t'as pas de personne morale, t'as pas d'IS à payer. T'as pas d'IS à payer, donc en fait, tu vas payer forcément tout en perso. En micro, tout ce que tu peux faire, c'est la TVA. Tout ce que tu peux faire, c'est la TVA. Donc, le principe, c'est que quand tu es en micro, tu n'as pas ce levier, mais du coup, en échange, tu as un abattement qui est fixe, comme on a vu ici, de 34%. Ce qui fait que toi, si tu dépenses moins que ça, ben, tu vas être gagnant parce que tu auras dépensé moins que l'abattement qu'on te propose, mais tu as t'as moins de contrôle, quoi. Tu as moins de contrôle, donc tu n'as pas ce truc-là. La Rolex, c'est pour lire l'heure et pour pas être en retard. Effectivement. Effectivement. Et c'est vrai qu'au lieu d'avoir une Apple Watch, tu vois, il te faut une Daytona en or rose parce que c'est tellement plus simple pour lire l'heure dessus, quoi. Je suis d'accord, hein. Moi, si j'étais contrôleur du fisc, ça passerait, hein. Ça passerait. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est un point déjà très important. Si vous arrivez déjà à ce niveau, c'est très très bien. Comprendre cette logique de faire des frais, de dépenser de l'argent via sa boîte et d'avoir un pouvoir d'achat global maximal et pas forcément une rémunération maximale, vous avez déjà fait un super pas en avant. Ok, merci. Donc les micros au taux réel permettent juste d'enlever la TVA. Ouais, en gros, ouais. C'est pour ça que la micro, c'est idéal quand tu veux faire du cash en perso. Tu vois, si on devait faire un peu, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps, je ne vais pas pouvoir faire tous les sujets que je voulais, mais si vous voulez, pour qu'on fasse un petit bilan rapidement, et après on parlera d'investissement rapidement, la micro-entreprise, l'intérêt que moi je vois, et comment je vois une stratégie pour tout le monde, c'est commencer en micro, faire un maximum de réserves, parce que là vous allez faire des réserves, vous allez faire de l'argent en perso. Vous allez faire de l'argent en perso, et du coup, on en vient du coup au point principal. Là, vous l'avez peut-être compris, mais tout ce que vous voyez ici, toutes les dépenses qui sont faites avec ce montage-là, vous ne pourrez pas faire les dépenses perso ici. Pas de dépenses perso. Alors attention, perso, ça veut tout et rien dire. Perso, c'est vraiment les trucs qui sont purement perso, comme par exemple vos courses Carrefour, ou votre loyer, ou votre, je sais pas, des trucs qui sont vraiment genre une Rolex Daytona, une Rolex Daytona en or rose. Ça, c'est purement perso. Donc ces dépenses-là, vous ne pourrez pas les faire avec votre société. Ok, ça il faut le comprendre. Maintenant, si vous voulez faire ces dépenses-là, si vous voulez avoir un mode de vie comme ça, un mode de vie où vous avez beaucoup de dépenses en perso à faire, la micro est intéressant, mais dans tous les cas, pour tout le monde, ce sera intéressant de faire beaucoup de réserves pour avoir de l'argent que vous pourrez dépenser en perso et vous avoir de la marge pour potentiellement passer l'année suivante en EURL sans vous verser de salaire, ou en vous versant très peu de salaire, et en ayant uniquement du coup ce levier qui est des frais pro pour minimiser le résultat. Ok. Acheter les bookings pour un voyage au Mexique pour bien recharger les batteries, performer en tant que freelance, mais à quel point la tour de contrôle sur Get. Eh bien ça, très bonne remarque, très bonne remarque. Euh, les voyages, les voyages. Moi par exemple, j'ai passé 2 voyages sur la boîte parce que c'était des séminaires. 3 voyages même. J'ai un week-end à Cannes que j'ai passé sur la boîte parce que c'était un week-end. D'ailleurs, en plus, j'étais encore en micro-entreprise, hein. C'était en juillet dernier. Donc 4 000 euros de formation, 2 000 euros de séminaire, le Airbnb pris au dernier moment à Cannes, l'avion, les restos, les bons restos en plus à Cannes parce que c'est pas donné la plage. Donc tout ça, ça fait mal, mais c'était payé en pro. Donc là, ça passe. Il n'y a aucun souci parce que c'est un séminaire et c'est des frais que j'aurais pas pu éviter parce que je ne peux pas rentrer chez moi à Toulouse pour aller manger mes pâtes en fait. Donc je vais devoir manger au resto avec tout le monde et c'est le séminaire, c'est comme ça. Pareil, donc ça fait que du coup vous pouvez passer les billets d'avion, vous pouvez passer l'hôtel et là vous vous rendez compte que ça fait quand même des grosses dépenses. Et quand vous comprenez que les coûts c'est quand même énorme ce qu'on paye en perso, ce voyage il m'a coûté beaucoup d'argent, mais il m'aurait coûté immensément plus si j'avais dû le payer en perso. Donc
là, ça devient intéressant. Mais par contre, il faut des choses qui soient légitimes. Par exemple, là, pour ceux qui vont venir, je ne sais pas si tout le monde sera dispo, pour le petit week-end où je vais venir à Paris là, faire une petite journée séminaire, c'est moins de dépenses qui vont être en pro. Et pareil pour vous. Vous, si vous venez, si vous avez la voiture à prendre ou quoi, ou un transport en commun à prendre, ce sera des frais pro pour vous. Donc vous pourrez venir. Et du coup, c'est là qu'on comprend à quel point on peut raisonner différemment. La question, c'est pas combien j'ai en salaire. Parce que moi, là, pour vous dire, actuellement, je ne me verse aucun salaire. J'ai zéro salaire depuis des mois et des mois et des mois. J'ai aucun salaire. Mais ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat. Et mon pouvoir d'achat, il n'a jamais été aussi haut. Parce que même si j'ai pas de salaire, bah, je voyage, j'ai voyagé à Cannes, à Dubaï, en Grèce et tout, sur la boîte. Donc, ok, c'était pour du pro, mais ça change rien que j'ai un mode de vie qui est tout à fait cool, quoi, qui est tout à fait à la hauteur de mon revenu. Donc, ne pensez pas comme les débutants qui vont penser uniquement en salaire et en revenu. Donc, moi, je me verse de l'argent et c'est bon. Pensez en pouvoir d'achat. Pensez à l'extraction de valeur de votre chiffre d'affaires. C'est ça qu'il faut compter. Vous avez généré 100 000 euros. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas combien j'aurai sur mon compte en banque à la fin. Alors oui, c'est cool, mais j'ai généré 100 000 euros. La question, c'est comment je fais pour en retirer le plus possible à des fins personnelles ou à des fins d'investissement, etc. pour moi, sans passer par la case impôt, TVA, URSSAF, etc. Et la question, le niveau 0, mais que moi j'appelle le niveau 2, parce qu'on peut partir de très loin, c'est de dépenser le maximum via sa boîte. Et du coup, il faut être malin des fois. Il y a des trucs qui sont un peu border mais qui passent. Mais voilà. Donc, et c'est aussi un truc qui va vous pousser à investir, hein. Là, vous voyez, le niveau après, c'est l'investissement. Tu peux te permettre zéro de rémunération sur une. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais là. Je me suis versé zéro rémunération là. Je me suis versé zéro rémunération. Depuis que j'ai mon URL, j'ai zéro. Tout est dépensé. Enfin, moi, j'avais mes réserves et du coup, je dépense depuis mes réserves pour mes choses qui sont très très perso, quoi. Donc, mon loyer, etc. Ouais, tu peux déduire une partie de ton loyer, mais ça, c'est une fausse bonne idée. C'est pareil, c'est un peu une fake news. Déduire une partie de son loyer, c'est n'a de sens que. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, tu vas devoir tu seras imposé de ces revenus que tu vas devoir te verser toi après en perso. Donc, c'est pareil, c'est un calcul à faire, mais c'est pas autant, aussi bien qu'on le croit. Donc, pour ceux qui me diraient oui, Mika, t'es bien gentil, mais moi, j'ai aucune dépense, j'ai aucun voyage de prévu à Cannes, à Dubaï ou je sais pas quoi. euh, j'ai envie de te dire, bah oui, bah dans ce cas-là, qu'est-ce que tu aurais fait comme dépense en micro-entreprise si tu veux rester en micro-entreprise? T'aurais fait, pareil, tu aurais fait zéro dépense. Donc du coup, tu te serais versé de façon obligatoire 6 000 euros de revenus. Tu aurais eu un IR de quelqu'un qui a 6 000 euros de revenus, mais tu dépenses que 2 000. Donc dans tous les cas, c'est pas optimal. Parce que tu pourrais te verser ce salaire-là en EUL, donc te verser le salaire minimal. Et l'argent qui va rester, du coup rentrer dans le niveau supérieur. Tu peux pas le dépenser, enfin tu peux le dépenser si tu veux en iPhone ou quoi, mais à un moment tu auras le limite. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On investit. Et c'est le niveau final, enfin pas final, mais c'est un des niveaux très avancés, c'est le niveau investissement. C'est le niveau où en fait, votre argent, vous allez peut-être faire 100 000 euros de résultat, vous allez faire 20 000 euros de charges, ok, vous allez faire 40 000 euros de rémunération, 40 000 euros de REM, et après, tu vas te faire le reste en trésorerie, donc le reste va se faire imposer, ça sera le résultat, le reste sera à passer par la case IS, mais il restera de la trésorerie, quoi. Et ce montant, bon, je sais pas combien ça va faire, mais ça fait un montant. 60, ça fait quoi? Ça fait 40 000, combien ça fait en IS ça? 40 000, bon, je sais pas combien ça fait. Imaginons il vous reste 30 000. Non, il va rester beaucoup, il vous restera plus, il vous reste 35 000, je pense. 35K sur le compte. Maintenant, on fait quoi? Eh bien, on investit. Avec ça, on peut acheter de l'immobilier, on peut acheter de la bourse, on peut faire des trucs avec, quoi. Et cet argent qui, vous, en perso, vous aurez peut-être utilisé pour rien faire ou pour aussi investir en immobilier ou en bourse, mais vous allez pouvoir l'investir depuis vos comptes pro. Et du coup, même logique, en esquivant les cases, alors pas TVA, mais en esquivant les cases cotisation et impôt sur le revenu. Donc, comme en général, quand vous avez beaucoup de revenus, un IR qui est supérieur à votre IS, vous êtes gagnant à passer par la case IS et à réinvestir depuis la boîte, plutôt que de vous sortir l'argent 100% en rémunération ou via des dividendes, et ensuite, après, investir de votre côté en perso. Là, en gros, l'idée, c'est que vous puissiez investir le maximum avec le plus grand pouvoir d'investissement possible. Et c'est comme ça qu'on passe sur des montages, on passe sur de la holding avec du coup une holding qui va être une entreprise qui va être une sorte de maison mère, qui va superviser votre entreprise qui génère du cash flow, donc l'entreprise qui est l'entreprise de freelancing, votre SASU, votre URL. Et après, vous allez faire remonter le résultat de plutôt votre SASU, parce que l'URL ça va coûter cher, mais vous faites remonter votre résultat ici dans une holding. Et la holding, en fait, elle va servir un peu d'intermédiaire pour que vous puissiez après
Hop, je vais faire le schéma ici, c'est très simple. Hop, là vous avez la SASU. Là, c'est le freelancing, là c'est l'argent qui rentre vos clients. Et après, là c'est la holding ici. Et là, vous allez faire redescendre ça, par exemple, c'est ce qui est très courant en France, dans une SCI. Ça, c'est pour faire l'investissement immobilier. Et du coup, l'argent ne sera jamais sorti du cadre pro. Vous aurez jamais sorti, vous aurez jamais la case IR, vous aurez jamais la case, toutes ces choses-là qu'on pourrait rajouter. Et vous allez pouvoir investir avec le maximum de levier possible en immobilier. Et en fait, ces stratégies-là, c'est comme ça qu'on va maximiser au final son pouvoir d'investissement, son pouvoir global. Donc c'est comme ça qu'on raisonne quand on veut vraiment aller au next step, quand on veut plus devenir un amateur, un freelance qui veut juste faire son argent et se faire un salaire élevé et ne pas le dépenser. Là, dans ces montages-là, on va se dépenser le moins possible en salaire, voire zéro idéalement. Et après, on va tout réinvestir en boucle dans l'immobilier ou ce que vous voulez en fait, autre chose. Donc le but c'est vraiment de pouvoir maximiser son pouvoir d'achat global. Vraiment, il faut retenir ça. S'il y a un truc à retenir de cet appel, de cette session, c'est le principe, c'est pas dire oui, moi j'ai un salaire, j'ai 10 000 euros de salaire. Non, ça c'est débile. Enfin, si vous pouvez le permettre, oui, c'est que vous avez un très gros résultat. Mais si vous avez 10 000 euros de salaire, faites le calcul, mais combien vous allez payer d'URSSAF, hein. C'est inutile, ça sert à rien. Personne n'a besoin de 10 000 euros pour vivre, quoi. Donc, comprenez que ce qui compte, c'est pas la rémunération. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir le plus gros salaire. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le plus gros pouvoir d'achat. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir, sans réfléchir, prendre un avion comme ça, partir, faire un truc. Enfin, il faut que ça soit justifié, toujours pareil, hein. Mais je veux pouvoir avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Si je travaille et que je fais tout ce que je fais, c'est pas pour le fun. C'est pour avoir le plus de pouvoir financier potentiel et pour créer le plus gros patrimoine possible. Et là, on en vient du coup aux questions importantes, c'est qu'il faut comprendre que chacun a son objectif. Certains veulent avoir une vie un peu en mode vida loca, je vais avoir un très gros salaire pour payer tout en perso et pas avoir d'inquiétude de contrôle fiscal. Donc là, vous allez vous verser tout en perso. Ok, faites ce que vous voulez, achetez-vous une belle voiture, dépensez beaucoup d'argent, payez beaucoup d'URSSAF, pas de souci. Mais si vous, ce que vous voulez, si de base vous n'allez pas être un gros dépensier, si de base vous êtes quelqu'un qui est du genre à réinvestir, à faire de l'épargne, etc., vous avez 100% intérêt à le faire via la boîte. Parce que sinon, vous allez juste perdre de l'argent pour rien. Donc le but, c'est vraiment de faire remonter l'argent dans vos holdings ou n'importe quel autre montage. En réalité, il n'y a pas que ça, hein. En fait, faire des montages, vous allez réinvestir votre boîte. Moi, par exemple, j'ai pas ce montage-là, mais ça va peut-être arriver l'année prochaine. Moi, mon intérêt, vu que j'ai mon activité d'accompagnement, c'est l'argent que je vais récupérer à la fin, ici, là, cette somme-là de résultats, je vais essayer de tout réinvestir au max. Je sais pas, recruter des gens, prendre des nouveaux outils, faire des formations. Et en fait, l'argent, vous allez pouvoir aussi le réinvestir dans votre entreprise, si vous voulez faire des projets, etc. Et là, vous allez augmenter le potentiel de votre patrimoine, on va dire, professionnel, fois 1000. Fois 1000. Donc voilà, je vais lire vos questions, j'ai vu que vous avez pas mal de questions. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous raconte là, dans passer ce next step au niveau investisseur? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est pas clair de comprendre pourquoi faire ça, pourquoi pas faire un prêt perso? Je comprends pas. Ça, on pourrait le faire mathématiquement, mais c'est assez flagrant, hein. Il y a vraiment des calculs assez clairs à faire dans différents cas de Ok, parfait, c'est clair pour vous. Il y a plein de situations, hein. Vous pouvez faire la situation où vous prenez l'argent en perso, vous allez voir une banque, vous faites un levier. Mais en gros, là récemment, j'avais fait un call avec un mec qui n'a rien à voir avec le milieu, hein. Je lui ai expliqué un peu tout ça. Et je lui ai fait un peu l'exemple, les différents niveaux. Donc niveau 0, c'est CDI, portage salarial, micro optimisé, EURL. Et après, il y a le montage, j'avais pas écrit, ici c'est le modèle holding, investissement, zéro revenu, quoi. Zéro revenu. Ouais, malheureusement, on n'aura pas le temps pour la partie optimisation aujourd'hui. Mais on peut le faire la semaine prochaine, ça, si vous voulez. On pourra voir un peu les montages un peu plus avancés. On pourra faire une session pour reprendre là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire la partie investissement, parce qu'il y a plein de trucs à dire là-dessus. Mais déjà, vu qu'il y a beaucoup d'infos, je sais qu'il y en a qui partent un peu de loin, donc déjà, ça fait beaucoup de trucs à voir aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, si tout ça est clair pour vous, si vous avez compris un peu les différents cas de figure dans lesquels ça peut être intéressant d'être en micro, en EURL, en SASU. Mais c'est le gros sujet. Je vais voir vos questions en même temps. Ça, j'ai vu. Alors, taxe Puma, très bonne remarque. Taxe Puma, c'est une taxe que tu n'as que quand tu te verses des dividendes. C'est une taxe anti-rentier, la taxe Puma. Et la taxe Puma, en fait, du coup, si tu verses aucun. En fait, si tu fais ce cas de figure ici, mais tu te verses zéro en REM, tu vas juste payer ton IS maximum, qui est de un peu moins de 20 000 euros. Du coup, je l'ai fait calculer ici. 100 000 euros de résultat, ça fait à peu près 20% d'IS. Donc, si tu fais 20 000 euros de charge, tu auras un peu moins. Du coup, tu vas payer ton US et après, tu auras, je sais pas, 75 000 euros sur ta boîte. Tant que tu te verses rien en dividende, tu n'as pas de taxe Puma. Donc, pas de souci par rapport à ça. Le souci, c'est qu'il ne faut pas perdre ta boîte, sinon tu perds tout. Alors, perdre sa boîte, il faut y aller quand même. Alors, perdre sa boîte, tu dois perdre sa holding, Kingsley. Perdre la holding ici.
C'est vrai que c'est un truc qui peut arriver, mais c'est très rare, hein. Enfin, c'est très rare. Ça arrive, mais à quel point les contrôles fiscaux sont fréquents? Je pense notamment à la justification des dépenses pro perso. Alors, moi, je n'ai pas encore eu, mais les contrôles fiscaux, c'est quand même un running gag en France du fait que quand tu es entrepreneur, tu en as forcément au moins un. Forcément au moins un, et souvent c'est plus qu'un, hein. C'est genre 3, 4, 5 ans de carrière, sur une très longue carrière. Moi, j'ai un pote qui a un contrôle fiscal. Il faut savoir que les contrôles fiscaux, comment ils sont déclenchés, alors il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de tuto qui explique comment c'est déclenché, mais de façon euh, empirique, c'est 75%, 80% des dénonciations des gens, vos concurrents, vos voisins qui vous voient débarquer en Ferrari Enzo alors que vous êtes dans un HLM, qui vont dire ah, bizarre ce mec là, comment il avait fait pour payer une Ferrari alors que moi je le connais et je sais pas, il est pas riche pourtant, comment ça se fait? Donc on va vérifier. Monsieur, d'où sort l'argent? Comment vous avez payé la Ferrari? J'ai vu que vous avez une Rolex, vous pouvez voir le ticket de caisse? Voilà, c'est ça en fait les contrôles fiscaux. Moi j'ai, pour la petite histoire, un, un de mes clients, alors je crois que c'est ma faute d'ailleurs, un de mes clients qui était le mec qui avait un serveur Minecraft, j'en parlais souvent de ce mec là. Le mec a un serveur Minecraft, et en fait j'ai fait un tweet. J'ai rien dit. J'ai dit ni son nom, ni son serveur, ni rien. J'ai juste dit, ouais, j'ai rencontré un gars qui a un serveur Minecraft et qui a fait 1 million d'euros sur son serveur Minecraft. Et en fait, vu que le milieu est très petit et que le tweet a fait quand même 20 000 vues, euh, il a eu un contrôle fiscal, ce mec, hein, du coup, je vous le dis. Il a eu un contrôle fiscal de quelques semaines plus tard. Et en fait, l'idée qu'on a, la théorie qu'on a, c'est qu'en fait, ses concurrents, c'est des gros rageux et ils ont essayé de remonter à qui c'était. Et ils se sont dit, c'est impossible qu'il ait fait 1 million d'euros. Donc, parce que eux, ils n'arrivent pas à faire 1 euro avec leur serveur de merde. Du coup, ils l'ont dénoncé. Ils ont été, du coup, le contrôler. Il a quasiment rien eu. Bon, il faut savoir un truc, c'est que le contrôle fiscal, c'est inesquivable. Si vous avez un contrôle fiscal, c'est foutu, vous allez devoir lâcher un billet. C'est même pas un débat. Ils vont forcément trouver un truc. Donc, ça, c'est même pas la question. Mon client, qui est devenu du coup un pote, est très clean, donc il n'y a pas de souci. Mais ils ont trouvé un truc à lui dire. Accrochez-vous bien, pour ceux qui sont dans la crypto. Il avait un compte Binance vieux de 4 ans qui n'avait jamais servi et il avait oublié le mot de passe, qui avait 0 € dessus et qui n'était pas déclaré. Et du coup, ils ont dit bah, compte crypto non déclaré, amende. Il a payé 4 000 € d'amende. Donc voilà. Ils trouveront toujours un truc. Ils trouveront toujours un truc, c'est mort, les gars. S'il y a un contrôle fiscal, préparer un budget. Moi, j'ai commencé à me dire hein, dans ma tête, mentalement, je me dis, bon, ben, je me mets mentalement dans la tête que ça va arriver. Donc, je crée un petit fonds d'urgence, un fonds de contrôle fiscal, parce que je sais que ça va arriver, quoi. Je sais que ça va arriver, c'est obligatoire, quoi. Donc, il faut rester carré. Il faut bien traquer les trucs. Moi, j'aime bien, moi, je suis bien carré, donc c'est pas de souci. Toute facture est bien répertoriée. Les dépenses sont faites logiquement. Voilà, j'ai des dépenses qui sont pro. Là, j'ai acheté là, le trépied stabilisé là, donc c'est justifié, c'est pour mes vidéos. Là, vous voyez les vidéos avec ça. Je ferai des vidéos avec, donc il n'y a pas de problème. J'ai payé ça 170 balles. Ça m'a revenu du coup à 100 balles, du coup, si je fais le calcul ici. Donc, pareil, voyage à Dubaï, voyage à Cannes, c'est des dépenses qui sont tout à fait justifiées, il n'y a pas de problème et tout sera justifié. Mais je sais que si un jour ils viennent me toquer à ma porte, ils vont trouver un truc à dire, quoi. Il y aura forcément un truc à dire. Donc voilà. Dans la famille, trajet d'entreprise, tous contrôlés, ouais, ça. Un, ok, en sortant les billets. L'autre est passé au tribunal. Le dernier a fui le fisc en partant quelque part sur Terre. J'aime bien, tu dis pas où, mais il est parti quelque part sur Terre. Ouais, effectivement, toi, tu me parles de Guernesey. Quand on connaît déjà l'existence de Guernesey, c'est déjà louche, tu vois. Là, Clément, quelqu'un qui me dit je connais Guernesey, déjà, moi, j'irai te contrôler. Voilà, tu vois, par acquis de conscience. Pour une société comme perso, tu prépares 6 mois de réserve en temps de dépenses obligatoires. Ça dépend de toi, en fait. Moi, je suis très précautionneux, donc je prends le maximum de réserves. Mais en gros, le but, c'est de pouvoir, si tu le peux, te verser le moins de salaire. Parce que moins tu t'en verses, mieux c'est. On peut peut-être finir là-dessus. Ça, je vous l'enverrai dès qu'il sera Là, j'ai pas encore vérifié que tout est bon, mais normalement, tout est bon. Ça, c'est le fameux fichier de config. Putain, le mec n'arrive pas à parler. C'est le fichier de simulation où, en gros, vous aurez les cas de figure. Alors, en gros, il y a quoi? C'est les pouvoirs globaux que vous avez. Donc, je reviens à cette notion de pouvoir d'achat global en fonction de ce que vous versez en salaire et de ce que vous avez comme charge. Ok. Et du coup, vous voyez que, bon, là, vous avez du coup un truc qui va du vert au rouge. La situation idéale, évidemment, ça se situe au moment où vous versez 0 salaire. Si vous versez 0 salaire, c'est la situation où vous avez la meilleure configuration, vous avez le plus gros pouvoir d'achat. Donc là, vous avez du coup, pour un 77 000, donc je vais mettre 100 000 euros, ça va être plus simple. Si vous faites 100K, j'ai mis combien là? Si vous faites 100K, j'ai mis 10 000. Si vous faites 100K, hop, vous avez un pouvoir global de 81 000. 81 000. Et là, on parle. Là, c'est intéressant. Parce que 81 000, on va avoir une banque, on fait un apport. Ok, on fait un apport qui est plus élevé qu'en perso parce qu'on est quand même une entreprise, c'est plus risqué, mais on fait un apport. Hop, on peut faire du levier et c'est parti.
Donc là, vous avez les cas de figure et vous voyez que plus on descend, plus on est dans les salaires élevés, plus on a du coup une configuration où on paye. Là, j'ai mis ici du coup URSSAF, IR, IS, donc toutes les taxes. On paye énormément, on paye quasiment la moitié de tout ça en, en taxes. Donc évidemment, il y a un juste milieu pour ceux qui n'ont pas forcément des réserves sur 10 ans et qui veulent quand même se payer un salaire. C'est tout à fait logique de le faire. Si vous voulez vous verser un SMIC ou quoi, vous êtes ici, voilà, un salaire mensuel net de 1200, ou je sais pas, 1500, vous êtes ici. Bah ok. Mais du coup, il faut quand même verser le minimum. Il faut verser le minimum possible, si vous pouvez. Donc il faut calculer combien il vous faut, vraiment être précautionneux. J'ai mon loyer, j'ai mes courses, j'ai des frais qui sont pas du tout professionnels du tout. Genre là, j'ai les couches de mon enfant, voilà, j'en sais rien. Ça, c'est absolument pas possible de passer en pro. Vous calculez tout ça, prenez un peu de marge, et vous avez votre dépense minimale, et vous ne versez que ça. Et tout le reste, ça passe sur la boîte. Donc l'iPhone, il passe sur la boîte, le Mac passe sur la boîte, allez voir votre collègue freelance pour networker à Paris, et ça passe sur la boîte. Allez voir Mika à son séminaire à Paris, dans un hôtel de fou, ça sera sur la boîte. Faire une formation sur place à Singapour, parce que c'est un mastermind sur l'acquisition client par un mec très bon là-dedans à 20 000 euros, ça passe sur la boîte. Et j'en passe. Et à la fin, vous avez un pouvoir d'achat qui est énorme. Et pour la micro, vous avez des configurations. Bon, ça, on a déjà vu, mais je pourrais vous l'envoyer si vous voulez dès que je l'aurai fini. Mais configuration classique, vous avez un pouvoir de 40 000 pour 77 000. Si vous avez l'ACRE, 50K. Et si vous avez l'ACRE et le versement libératoire, 56K sur 67K. Donc c'est quand même pas mal. Mais le URL, contrairement à ce que vous pourriez voir si vous allez creuser de l'autre côté, vous allez voir que c'est pas du tout moins bien. Enfin, voilà. Et ça, du coup, vous pouvez ajuster, hein. J'ai mis un taux ici, vous pouvez changer le taux. Vous mettez le taux de la SASU et vous avez l'équivalent SASU. Mais c'est pareil, ça va juste décaler le montant, hein. Le montant, il sera peut-être moins haut, mais vous aurez quand même intérêt à vous verser moins de salaire. Si on le fait en live, 65%, ça fait 1 divisé par 1,65, 60%, voilà, 0,6. Je mets 0,6. Bon, on est quasiment pareil en vrai, hein. En même temps, ça, là, il n'y a pas de salaire. Donc là, évidemment, ça ne change rien. Tant qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'URSSAF, donc ça ne changera rien, quoi. Donc on va plus vite perdre de l'argent en SASU si on veut verser un salaire. C'est pour ça que c'est pas du tout passionnant de faire ça, mais plutôt verser des dividendes. Mais ça, on le verra peut-être la prochaine fois, c'est un sujet plus avancé. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on fasse ça la semaine prochaine, on peut faire la suite. On peut faire tout ce qui est comprendre les dividendes, comprendre du coup le régime Murphy, comprendre les investissements. Donc vraiment aller voir le niveau 2 et plus. Et tout ce qui est un peu style piraterie, des trucs que moi j'ai pu voir. Donc dites-moi si ça vous choque qu'on fasse ça pour la prochaine fois. Mais voilà pour aujourd'hui déjà ce que je peux vous montrer. Donc à retenir, en société, il faut verser le minimum de salaire. Idéalement, avoir fait des réserves avant. Comme ça, au moins, vous pouvez faire ça sans stresser. Si vous n'avez pas le choix de vous verser un salaire, choisissez une URL où ce sera le moins cher de vous verser un salaire et versez-vous le minimum possible. Et comprenez que à terme, ce que vous voulez, c'est pas avoir le plus gros salaire sur votre compte en banque, c'est pas montrer à vos amis, ouais, regardez, moi j'ai un salaire à 5 chiffres. Non. Moi, ce qui compte à la fin, c'est que j'ai 25 000 immeubles, 35 Ferrari de collection et une Apple Watch. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bon, je rigole, mais c'est ça qui m'intéresse à la fin, c'est avoir un patrimoine global, avoir un pouvoir d'achat global énorme, avoir un pouvoir financier énorme. Donc, si vous comprenez ça, vous avez compris le principal. Ok. Maintenant, pour l'aspect micro, dans l'aspect comment on met ça en place, ça, bon, c'est pas vraiment le jeu du jour, mais on peut en parler la semaine prochaine. Et du coup, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. C'est une grosse séance, hein. Je pensais pas que ça allait être, il y allait avoir autant de trucs à dire, mais c'est un gros sujet. Donc, je vous laisse avec ça. Il y aura la rediff pour ceux qui veulent rechecker ça. Pour la semaine prochaine, on fera du coup la version 2, version plus avancée. Et sinon, d'ici là, les amis, je vous dis à très bientôt, hein, pour ceux que je verrai bientôt là en appel. Et sinon, bon après-midi, bonne semaine, bon week-end prolongé pour ceux qui vont partir un peu là avec le pont. Et puis voilà quoi. Hop, je vais arrêter l'enregistrement. Ok, on arrive à la fin. Bon, déjà, ceux qui sont encore là, félicitations, vous êtes les plus motivés, ça fait plaisir à voir. J'espère que ça vous a plu. Là, vous avez du coup vu à quoi ressemblait un coaching groupé. On en fait toutes les semaines. Actuellement, c'est le mardi, mais bon, on s'en fout. Donc, toutes les semaines, on fait ça. C'est un petit bonus. Moi, l'intérêt, c'est surtout de vous suivre personnellement avec vos problématiques perso et vos objectifs. Donc, pour ceux qui veulent se lancer en freelance, qui veulent trouver des missions de façon la plus efficace possible, avec des process qui soient validés, une méthode qui soit vraiment bien cadrée, bien structurée, vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, un lien en description pour prendre un rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Le but, c'est quoi? C'est que déjà, on puisse voir si votre projet a un sens. Moi, je vous le dirai, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Si votre projet a un sens, si vous êtes motivé et que je sens qu'il y a un truc à faire avec vous, je vous expliquerai comment je peux vous accompagner là-dessus. Et on ira chercher du coup une mission de façon rapide et efficace, selon vos contraintes,
perso et vos objectifs. Donc n'hésitez pas, prenez le rendez-vous, ça n'engage en rien encore une fois. On discutera sur WhatsApp déjà avant de commencer. Moi je vous dirai quelques questions qui m'intéressent pour voir si le projet est viable. On discutera en appel et après on verra comment ça avance. Donc encore une fois, merci pour ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit like en tant que vous êtes là, hein. Et pour ceux qui prendront un appel, je vous dis du coup à très vite. Allez, ciao.